Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'ingénieur Rhodium. Aujourd'hui, deuxième épisode consacré au piston. Et pour ceux qui n'auraient pas vu l'épisode 1, j'essaierai de vous le mettre ici en haut à droite. Bon, comme vous aurez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler d'un élément directement lié au piston, on va parler de la segmentation. Avant de commencer, je voulais rapidement vous remercier car la chaîne commence à grandir et vous êtes aujourd'hui presque 4500 à vous être abonnés. Sachez que ça me fait plaisir et que ça me motive bien évidemment à continuer à vous proposer du contenu toujours plus complet. Bon, après cette petite parenthèse, on va revoir ensemble quelques bases sur la segmentation avant de rentrer plus en profondeur dans les détails. Le rôle principal de la segmentation, c'est d'assurer l'étanchéité de la chambre de combustion et en maîtrisant plusieurs choses, la consommation d'huile, le débit de blow-by et bien évidemment les frottements. Il faut savoir que sauf quelques moteurs spécifiques, notamment les deux temps par exemple, ou certains moteurs poussés, on retrouve toujours trois segments sur un piston. Donc dans la première gorge ici, celui qui est tout en haut, on l'appelle souvent le coup de feu. Donc c'est celui qui prend la combustion dans la tête, quoi. Ensuite, celui du milieu, c'est celui qu'on appelle d'étanchéité. Et enfin, le dernier, tout en bas, c'est ce qu'on appelle le racleur. Donc c'est lui souvent qui va racler l'huile, hein, comme son nom l'indique, sur le cylindre. Côté matériaux, on peut dire que les segments sont très souvent en fonte ou en acier nitruré. Et ils possèdent différents revêtements, mais on y reviendra plus en détail par la suite dans la vidéo. Enfin, pour terminer sur les bases, vraiment les grosses bases de la segmentation, ce qu'on appelle le tarage du segment, donc en fait, autrement dit, c'est sa tension, hein, si on peut le dire comme ça, c'est choisi pour être un compromis finalement entre l'étanchéité et les frottements. Donc c'est vraiment, on essaie toujours de jouer là-dessus parce que on veut toujours gagner en frottement sur un moteur pour les performances, la consommation. Mais bien évidemment, si le truc il est plus du tout étanche, on va avoir d'autres problèmes. Donc voilà, il faut bien retenir que c'est toujours un compromis entre les deux. Bon, pour commencer, on va parler un peu du segment coup de feu, donc celui qui est tout en haut. Clairement, c'est le segment le plus sollicité, hein, c'est lui qui est en première ligne à la suite de la combustion. Comme on l'a vu dans la première vidéo, un piston il est légèrement conique et généralement ovale. Donc ce qui se passe, c'est qu'on aura forcément un jeu très important sur le haut du piston. Et donc du coup, le segment, lui, il aura un travail assez costaud pour évacuer les calories donc de la tête du piston vers le cylindre. Bon, ensuite, on va parler un peu de la forme du segment coup de feu. On va prendre ça avec une vue en coupe. La forme des segments coup de feu la plus couramment utilisée est ce qu'on appelle la forme rectangulaire. Donc globalement, si on le représente en coupe, ça fait un rectangle. Et du coup, là où on va avoir le contact avec le cylindre, ça va être légèrement bombé comme ça. Donc ça, c'est finalement le segment hein, c'est la solution technique la plus commune hein, à beaucoup de segments, à beaucoup de moteurs. Ensuite, toujours dans les segments coup de feu, on a les segments à forme trapézoïdale ou semi-trapézoïdale. Donc en fait, si on le représente, on va exagérer un peu le trait, mais ça se représente comme ça. Donc ça, c'est trapézoïdal et les semi-trapézoïdales. En gros, c'est comme ça, il n'y a qu'un côté qui est biseauté. Voilà. Ces segments-là, ils se retrouvent en général sur des moteurs un peu plus chargés, un peu plus perfos. Il faut savoir aussi qu'ils ont une meilleure tenue au gommage, principalement parce qu'ils ont, on pourrait dire qu'ils ont un peu plus de jeu finalement dans la gorge, vu leur forme, dans les déplacements radiaux. Bon, c'est un peu simplifié grossièrement, mais c'est l'idée. Par contre, en revanche, vous en doutez peut-être, mais le seul désavantage, c'est son prix. Hein, il coûte 2 fois le prix d'un segment rectangulaire, quoi. Parlons un peu maintenant des matériaux. Comme dit en début de vidéo, la plupart des segments sont en acier ou en fonte. Donc là-dessus, rien de particulier. En revanche, c'est plutôt les revêtements qui vont nous intéresser, surtout sur ce segment-là. Donc sur le coup de feu, on retrouve très souvent du chrome, mais aussi et surtout du molybdène. Alors le molybdène, c'est sympa parce qu'il a des propriétés très intéressantes. On va en citer quelques-unes. La première, c'est son point de fusion qui se situe autour de 2500-2600 degrés. Donc c'est vraiment balèze, quoi. Pour rappel, l'acier, c'est autour de 1500 et la fonte, c'est un peu moins, autour de 1200-1300 degrés. Du coup, sachant ce qui subit le coup de feu, on est bien content de retrouver du molybdène dessus, quoi.
Ensuite, la deuxième propriété intéressante de ce matériau, du molybdène, c'est qu'il est légèrement poreux. Et ça, ça nous convient bien parce que le molybdène, en gros, il va stocker le peu d'huile disponible dans son secteur, on va dire ça comme ça. Bien sûr, si le segment racleur il a bien fait son boulot, hein, sinon il y a de l'huile, mais bon, bref. Et l'idée, c'est que comme il est poreux, il va transporter ça dans les zones un peu critiques, hein. Sur le haut du piston, il y a pas trop d'huile, quoi. Et enfin, dernière chose, et pas des moindres, hein, c'est qu'à haute température, on a la formation de ce qu'on appelle de l'oxyde de molybdène. Et ce fameux oxyde, il a des propriétés lubrifiantes non négligeables qui nous aident bien, du coup, encore une fois, au niveau frottement, quoi. D'ailleurs, vous pouvez faire vos recherches, hein, et vous verrez que l'oxyde de molybdène, il se retrouve dans certaines huiles ou d'autres lubrifiants, quoi. Donc voilà, c'est vraiment pas mal, c'est aussi pour ça et du coup que c'est très utilisé. Enfin, pour en terminer sur les revêtements, on retrouve aussi aujourd'hui des dépôts un peu particuliers à base de céramique, de bore, enfin il y a d'autres choses, hein. Ces dépôts, encore une fois, ils limitent bien sûr les frottements et ils proposent une forte résistance aux températures élevées, la céramique notamment. Donc voilà, les dépôts sont réalisés le plus souvent en projection thermique, projection plasma, enfin en HVOF, etc. Donc j'essaierai de vous mettre une petite vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble. Maintenant, parlons un peu de la hauteur du segment. Globalement, la hauteur d'un segment elle va dépendre de plein de choses, hein. La qualité de son guidage dans le piston, sa composition, son matériau, et puis bien évidemment la pression et la température qu'on va retrouver dans la chambre, quoi. On n'aura pas la même épaisseur de segment sur un moteur ultra prépa que sur un autre, quoi. D'ailleurs, pour info, on dit que sur la totalité des pertes par frottement d'un moteur, on a environ 30 à 40% qui sont à attribuer au segment, quoi. Donc c'est juste monstrueux, hein. Donc pour dire que c'est pas un poste à négliger lors de la conception, quoi. Malgré tout, si on commence à vouloir préparer un moteur, la pression en général et la température dans la chambre, ça va souvent avoir tendance à augmenter. Tout ça pour dire en fait qu'en général, on ne peut pas gagner sur les deux tableaux, quoi. Donc il ne faut pas être trop gourmand sur l'épaisseur des segments pour gagner en frottement, parce que sinon on va avoir des soucis, quoi. D'ailleurs, dans un article que j'avais lu, il y avait une étude qui disait qu'en dessous de 0,5 mm de hauteur, on n'avait plus de gain finalement sur le frottement, quoi. C'était vraiment négligeable. Par contre, on prenait des risques énormes, hein, sur le grippage ou la casse du segment, quoi. Donc de manière générale, c'est très rare qu'on descende sous 0,7-0,8 mm d'épaisseur pour le coup de feu, quoi. Et enfin, concernant ce qu'on appelle le jeu à la coupe, hein, en général, comme le coupe-feu il fait l'étanchéité des gaz, on essaye d'avoir un jeu à la coupe assez faible, quoi, pour pas avoir trop de fuite, quoi. Bon, pour parler un peu encore du segment coup de feu, je voulais vous parler de ce qu'on appelle les segments en L. Ce segment, il est très utilisé, hein, sur les moteurs de temps, qui des fois d'ailleurs comportent qu'un seul segment, mais il est aussi utilisé notamment en préparation sur les 4 temps. Donc globalement, il sert à quoi ce segment en L? C'est finalement assez simple, hein. En gros, l'étanchéité d'un segment elle est délicate à réaliser uniquement pendant la combustion, parce que c'est là que la pression est la plus élevée. Mais en gros, le reste du temps, la tension du segment, ça suffit à répondre aux attentes en termes d'étanchéité, quoi, parce que les pressions ou dépressions dans la chambre sont assez faibles, quoi. Du coup, un segment L, si j'essaie de vous le représenter, comme son nom l'indique, hein, c'est une forme en L. Donc ça, c'est toujours vu en coupe. Et en gros, le piston, il va être autour, quoi, hein, comme ça. Hop, bon là j'ai un peu dépassé, mais c'est l'idée, quoi. Hop, voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, sur un segment classique, on subit le frottement, même dans les phases hors combustion, ce qui est un peu triste, hein, quoi. Mais avec le segment L, en fait, on va utiliser du coup la pression de la combustion, donc en fait qui va s'infiltrer là. Et en fait, ça va plaquer le segment du coup contre les parois du cylindre. Et du coup, en fait, dans les phases du coup de combustion, ça va vraiment faire l'étanchéité. Et du coup, par contre, quand il n'y aura pas de combustion, comme il a une tension relativement faible comparé à un segment classique, et du coup, ça va vraiment limiter les frottements, quoi. D'ailleurs, à ce sujet,
Je vous ai ramené un piston, alors c'est pas un piston de première jeunesse, hein, c'est un piston de 400 KTM de temps de l'époque, donc dans les années 80. Et en fait, vous pouvez voir, alors je sais pas si on verra en vidéo, mais en fait ici, là, vous avez vraiment le haut du piston qui est beaucoup plus petit que du coup, on va dire l'étage du dessous. Et en fait, c'est parce que en haut, il y avait un segment L, du coup, pour gagner, du coup, ce que je vous disais, en frottement et tout ça. Puis voilà quoi, ça se faisait pas mal du coup sur les deux temps. Bon, maintenant, descendons d'un étage en gros, quoi, et on va parler du segment d'étanchéité. Ce segment, hein, il a pour but d'améliorer l'étanchéité de la chambre, comme son nom l'indique, et assurer un premier raclage de l'huile vers le carter. D'ailleurs, pour les moteurs qui possèdent que deux segments d'origine, comme celui dont je vous avais parlé dans la vidéo précédente, celui du M1000RR là, chez BMW, ou d'ailleurs sur des moteurs préparés en général, hein, parce que souvent, les pistons d'origine, ils sont souvent moulés, et on passe souvent, quand on fait de la prépa, à des pistons forgés, et en fait, souvent, les pistons forgés, ils sont beaucoup plus courts. Du coup, ça fait gagner en frottement, mais du coup aussi, on essaye d'enlever un des segments, quoi. Donc en fait, celui qu'on enlève, c'est le segment d'étanchéité du coup pour gagner en frottement, quoi. Donc voilà, maintenant on va voir un peu les deux formes les plus courantes, hein, du coup des segments d'étanchéité. Donc la première, c'est ce qu'on pourrait appeler de forme conique. Bon, du coup sur ma feuille là je vais le représenter comme ça. Donc en fait c'est un genre de pointe, hein. En fait ça fait un cône, hein, si je représente l'autre côté. C'est pour ça qu'on peut dire de forme conique, quoi, parce que ça fait un cône comme ça. Donc du coup, l'avantage c'est que celui-là, il offre une bonne efficacité du coup pour le raclage d'huile, hein, parce qu'en fait, il a un point de contact qui se fait sur une arête. Et d'ailleurs, c'est la forme qui est la plus répandue en diesel, quoi. En essence, on retrouve pas mal de segments qui ont la forme qu'on pourrait appeler en bec. Alors je vais essayer de vous le dessiner un peu grossièrement, mais ça fait comme un bec, hein, comme son nom l'indique. Tac, comme ça. Donc en fait, hein, c'est bien ça le bec. C'est aussi très efficace, hein, en raclage d'huile, mais c'est un segment qui est un peu moins efficace en étanchéité au gaz. C'est pour cette raison qu'il est plus utilisé en essence qu'en diesel, parce que forcément on a beaucoup moins de pression cylindre, quoi. Ensuite, le jeu à la coupe de segments d'étanchéité, il est généralement un peu plus grand que le segment coup de feu. Et dans l'idée, en fait, il faut minimiser la pression, alors c'est un peu délicat à comprendre, mais dans le volume entre le premier segment et celui d'étanchéité. Et c'est aussi pour cette raison qu'on lui laisse un peu plus de jeu, quoi, pour faciliter cette évacuation de pression, on va le dire comme ça, quoi. Et enfin, concernant les matériaux, pas grand chose à dire sur le segment d'étanchéité qui est en général en fonte sur quasi l'ensemble des modèles du marché, quoi. Bon, passons maintenant du coup au dernier étage, hein, donc on va parler du segment racleur. Ce segment, il existe en une, deux ou trois pièces, et donc on va voir du coup les avantages et inconvénients de chacun, quoi. Donc on va parler en premier du segment racleur qui est constitué d'une pièce. On l'appelle souvent U-flex, tout simplement pour sa forme en U et son côté flexible, hein. Donc en gros, ça fait un truc comme ça, hop, et qui est dans une gorge, hein, la gorge du piston, tac, comme ça. Donc voilà, donc c'est un segment racleur de plus en plus utilisé. Parce qu'en fait il possède, comme son nom l'indique, une excellente flexibilité, et en fait ça lui permet de suivre au mieux le profil du cylindre en gros, quoi, et en fait tout en ayant une tension relativement faible, hein, donc des frottements plutôt réduits, et en plus son coût il est relativement faible, donc il cumule pas mal d'avantages, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on le retrouve un peu partout, quoi. Bon, passons maintenant du coup au segment racleur à ce qu'on pourrait dire à deux pièces. C'est clairement le plus diffusé, hein, donc le premier tendance à venir un peu plus sur le marché, mais bon, pour l'instant c'est celui à deux pièces qui est le plus diffusé. C'est un segment qui a une très bonne même résistance à l'usure. Aussi il a une très bonne capacité à tout simplement à faire son job de racleur.
Donc en fait, lui, comment il se présente, hein, c'est une espèce de forme en H un peu. Bon, je vais essayer de simplifier, hein, mais c'est un truc comme ça un peu. Et derrière, on a un espèce de ressort, comme ça. Le problème un peu de ce segment, bah, c'est qu'il coûte relativement cher. C'est notamment encore une fois pour ça que le premier commence un peu à le remplacer, bah, parce que l'autre coûte moins cher, quoi. Mais bon, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que celui-là, c'est quand même un peu la base et la référence pour le racleur. Enfin, du coup, on a le racleur à 3 pièces, hein, qui lui aussi a ses avantages, notamment d'avoir une bonne, ce qu'on appelle conformabilité, quoi, et puis aussi un faible coût. C'est pas le plus utilisé, mais on le retrouve en moto comme en voiture, sur certains moteurs. Et d'ailleurs, c'est peut-être une coïncidence ou une influence des concepteurs italiens, mais on le retrouve sur pas mal de moteurs italiens, chez Alfa ou des choses comme ça, même en moto chez Groupe Piaggio. Ça, je sais pas dire, mais c'est vrai que le 3 pièces a une tendance à se retrouver sur ces moteurs. Donc peut-être une influence. Voilà. Pour terminer du coup sur le racleur, je voulais vous donner une info importante, c'est que le tarage du segment, du coup sa tension, elle est hyper importante, parce qu'en fait il faut trouver un compromis entre conso d'huile et frottement. Pour éclairer un peu tout ça, je vous afficherai un petit graphique là à l'écran, sur un 4 cylindres en ligne, 2 litres essence en pleine charge. On peut voir en fait que le segment racleur, il représente à lui tout seul presque 40% des pertes à niveau frottement, quoi. Donc on comprend mieux que on comprend mieux avec ce chiffre que il faut y prêter attention, quoi, et que c'est hyper important du coup de choisir sa tension, peut-être même un peu plus que les deux autres, quoi. Enfin, pour clôturer un peu le chapitre segmentation, puisque après je vais vous parler un peu du désaxage piston. Je vous avais ramené un peu des spécimens là que bon, j'ai farfouiné un peu dans la famille et tout. Donc ça c'est un segment, c'est un piston de 500 KTM de temps, de 84 ou 85 quoi. Vous pouvez voir que lui il a eu des petites misères, hein. En gros c'est une des aiguilles de la cage à aiguille du bas qui est remontée en haut et puis on voit, hein, qu'elle fait qui a fait un petit travail, quoi. Donc voilà, ça c'était des pistons à double segmentation. Et on voit d'ailleurs, alors là vous verrez peut-être pas bien sur la vidéo, mais en fait sur les deux temps on a souvent un petit ergot là dans la gorge, du coup pour permettre au segment du coup de pas tourner. D'ailleurs ça c'est un piston de mobilette, hein, c'est un piston de 50, mais on le voit bien, hein, ici il y a un petit ergot, j'espère que vous verrez bien, et ça l'empêche, hein, du coup de tourner, quoi. Donc voilà, et puis le piston du coup de la 400 KTM, comme je vous disais, du coup avec le segment L, donc c'était intéressant du coup pour la vidéo, quoi. Voilà, donc du coup maintenant on va parler un peu plus en détail du désaxage piston. Du coup dans l'épisode 1, sur les pistons, je vous avais rapidement parlé du désaxage piston sans rentrer dans les détails. Donc pour clôturer cet épisode 2, je voulais donc essayer de vous en parler un peu plus en détail, quoi. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'utilité principale du désaxage piston, c'est surtout de diminuer le bruit de basculement du piston, quoi. Alors ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est en tout cas la fonction principale, quoi. Ça évite aussi une usure prématurée de l'ensemble, mais bien évidemment, du coup, c'est avant tout là pour le bruit, quoi. D'ailleurs, une des premières causes, hein, de bruit de piston après remontage d'un moteur, par exemple, c'est le gars qui a monté les pistons à l'envers, quoi. Donc sur les pistons, on a souvent, comme sur celui-là par exemple, vous avez des petites flèches, hein. Là, c'est pour le mettre dans le bon sens, quoi. Donc ça me fait un peu rire, mais je pense que c'est plus courant qu'on le pense, quoi. Du coup, pour vous expliquer ça, j'ai retrouvé un graphique dans des vieux cours moteurs que j'avais, qui est assez parlant, vous verrez. En gros, le schéma, vous pouvez voir qu'à gauche, en gros, sans désaxage piston, les efforts, en gros, ils font basculer le piston au passage du PMH, donc quand il est tout en haut. Alors que finalement, sur le deuxième, avec désaxage, on voit qu'il bascule un peu avant le PMH, quoi. Du coup, pour résumer un peu tout ça, je vous ai fait un magnifique schéma, vous allez voir. Donc en fait, c'est pour vous montrer grossièrement comment ça fonctionne. Donc vous pouvez voir que du coup, à l'approche du PMH, en fait, on utilise les efforts d'inertie du piston et de la bielle. Et du coup, avec le léger désaxage,
en fait ça provoque le basculement du piston légèrement avant le PMH. Et le truc c'est que si on n'avait pas le désaxage, l'oscillation du piston, si on peut le dire comme ça, elle serait beaucoup plus forte et plus sonore parce que il basculerait au moment de la combustion. Du coup, le truc il serait en contrainte de partout. Et donc voilà quoi, c'est pour ça qu'on fait ce désaxage. Et bon, ça évite aussi un peu l'usure du coup, hein, forcément, puisque il va moins cogner, on va dire ça comme ça. Et enfin, pour terminer, pour vous donner une ordre de grandeur de désaxage piston sur un essence par exemple, c'est à la grosse 1 centième du diamètre du piston, quoi. Et c'est un peu plus sur le diesel. Voilà, on arrive à la fin de ce petit sujet segmentation. Les prochains épisodes seront dédiés aux autres composants moteurs, hein, notamment les bougies, les bielles, la culasse, etc. Donc pour voir la suite, n'hésitez pas à vous abonner. Sinon, comme d'habitude, un petit like, hein, ça me fait toujours plaisir. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser tout ça en commentaire. Et puis quand je pourrai, j'essaierai de vous répondre. Sinon, bonne rentrée à tous et puis à bientôt. Allez, salut!